Good morning. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, la ville est très belle et n'est que d'autant plus belle avec cette neige. Je m'appelle Hannah Kazkaz, je suis consultante en rhumatologie au CHU. J'ai pris la place du professeur Graham et je pense que certains d'entre vous connaissez le docteur Graham. Je travaille beaucoup avec les associations de patients au Royaume-Uni. Et ici, je vais vous parler de soins, de prise en charge. Alors, ayant entendu des informations sur le système complexe en France, je dois avouer qu'au Royaume-Uni, je pense que le système est plus simple. Il n'y a pas besoin de mettre d'étiquette. Le patient n'a pas besoin d'étiquette pour obtenir un traitement. Et ça, c'est essentiel. Nous essayons de répondre aux problèmes le plus en amont possible, trouver des solutions de manière préventive ou le plus rapidement possible, du moins, je pense que c'est le plus important. Très bien. Alors, tout d'abord, quelques informations sur le service que nous proposons. Cela a été fondé par le professeur Rodney Graham, qui a pris sa retraite au moins 6 fois. Il a 85 ans et il a publié des rapports il y a plus de 20 ans. Mais vraiment, tout est question de prise en charge. À l'époque, on prenait les patients qui nous étaient envoyés par les généralistes et les problèmes devenaient de plus en plus complexes et on se focalisait sur ce qui était le plus complexe. On appelle ça un renvoi tertiaire. Donc, il fallait que le patient nous soit envoyé par un autre rhumatologue ou un généticien. Nous voyons plus de 800 nouveaux cas par an. Et là, je ne parle pas de suivi, je parle de nouveaux cas avérés. Et nous avons les ressources pour voir 25 à 30 nouveaux patients par semaine. Le service est de nature diagnostique, dans le sens où nous regardons les signes cliniques de très près. Nous ne renvoyons qu'environ 5% pour les tests génétiques parce que pour le reste, nous sommes très confiants qu'ils n'ont pas les autres cas de SED ni d'ostéogenesis imperfecta ou de syndrome de Marfan. Donc, je serais ravi de répondre à vos questions par rapport aux indications en cas de test génétique, mais rappelez-vous que seulement 5% des patients qui nous sont envoyés pour des tests génétiques. Le reste n'en a pas besoin, tout simplement. Nous avons une prise en charge de la douleur, des médicaments dans ce sens. Nous sommes basés sur des patients non hospitalisés, mais nous avons également une réhabilitation en milieu hospitalier pour les patients atteints de SED ou même d'autres maladies du spectre, comme pour d'autres patients. Et Hélène Cohen, d'ailleurs, y reviendra tout à l'heure et parlera de la gestion de la prise en charge de la dislocation. Nous avons donc des patients qui viennent pour une période de 3 semaines avec des séjours de 3 semaines avec prise en charge de la douleur. Et nous avons une gestion des symptômes pour éviter des problèmes sur le plus long terme. Nous sommes très fiers d'avoir des équipes très internationales. Donc, si vous voulez venir nous rendre visite, n'hésitez pas. Nous travaillons avec notre direction, ce qui nous permet de faire venir des personnes pour des contrats ponctuels. Donc, envoyez-nous un CV. Vous pourrez venir en clinique pour la physiothérapie, pour la prise en charge de la douleur et d'autres choses. Nous travaillons évidemment beaucoup avec les associations de patients au Royaume-Uni, avec d'autres spécialistes, évidemment, parce que sans ça, on ne peut pas vraiment proposer un service de qualité, y compris les services génétiques. Le professeur Pope a pris sa retraite également, mais il y a encore 4 consultants différents. Donc, 2 types. Nous avons d'un côté le centre de diagnostic SED, qui se concentre uniquement sur le SED, et l'autre sur le syndrome de Marfan. Mais il faut vraiment faire confiance à son médecin. Quand on regarde les signes et qu'on vous dit qu'il n'y a pas besoin de faire des tests génétiques, il faut faire confiance. Ça ne veut pas dire que le médecin n'a pas envie de le faire, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'indication allant dans ce sens. Nous travaillons dans des cas très complexes. Nous commençons à voir les MDT que Francesca a évoqués. Toutes les 6 semaines, nous réunissons tous les spécialistes. Donc, les spécialistes de la douleur, des urogynécologues, des gastro-entérologues, les spécialistes de tous les domaines pour voir comment résoudre les différents problèmes. Par exemple, on a un patient qui arrive
qui utilisent des patchs à base de morphine, des cachets, ils ressentent énormément de douleur, ils sont constipés, ensuite ils font un prolapsus et le chirurgien arrive pour faire l'intervention. Ensuite, nous les recevons et on voit qu'en fait, il y avait une maladie du spectre hypermobile derrière tout ça. Donc pour ce genre de patient-là, il n'y a pas besoin d'aller en chirurgie sans avoir identifié la base de la constipation. Donc ça peut être la morphine, mais également un syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc il faut changer le traitement pour commencer à relancer les intestins avant de passer à l'intervention chirurgicale. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est en tout cas ce que nous essayons de faire. Donc nous avons entendu parler de l'histoire d'Ehlers-Danlos. Je pense qu'il est très fascinant de voir que tout a commencé il y a environ 150 ans. Le parcours, là, nous avons entendu ce parcours des années 80 jusqu'en 2017 et je n'ai pas besoin d'y revenir, mais c'est vraiment quand on va dans le détail qu'on voit que tout vient de la volonté et de la passion des participants concernant l'hypermobilité lui-même, parce que là, le parcours était légèrement différent pour l'hypermobilité. Lorsque je suis remonté dans la littérature, la première chose que j'ai vue datait des années 1920. On parlait de la lâcheté des articulations et d'autres termes qui étaient utilisés, mais d'un point de vue rhumatologique, le moment clé est arrivé en 1967. En 1967, le document a été publié qui, pour la première fois, disait que l'hypermobilité et la douleur étaient liées à un syndrome, un problème médical sur lequel nous devions nous pencher. Même si dans ce rapport, ils ne sont concentrés que sur l'aspect musculo-squelettique, c'est la première fois que l'hypermobilité et les symptômes liés avaient été identifiés comme nécessitant une approche plus médicale, disons. Ça nécessite une attention plutôt médicale. À l'époque, il n'y avait pas de critères ni de classification spécifique. On parlait simplement de douleur et d'hypermobilité. D'ailleurs, on utilisait d'autres outils à l'époque. Il y avait une gamme d'analyses de 17 articulations différentes qui étaient utilisées à l'époque. Ensuite, en l'an 2000, nous avons revu les critères de Brighton et j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons entendu des choses vraiment intéressantes, mais revenons sur ce texte qui date du document de 1967. Lorsque je regarde la littérature, eh bien, j'ai failli avoir une petite larme à l'œil en lisant cet article. Là, c'est un commentaire qui est arrivé à la fin du rapport, à la fin de la publication, qui parlait de ces patients hypermobiles qui sont souvent vus comme ayant une arthrose rhumatoïde, une fibromyalgie par exemple, et une psychoneurose. Donc à l'époque, déjà, il y a 50 ans, on voyait déjà des problèmes de ce type. On indique bien que le traitement n'est pas satisfaisant. Dans beaucoup des catégories, chez beaucoup de médecins, le pronostic premier a été très utile. Même si on ne peut pas faire grand-chose d'un point de vue thérapeutique, c'est une grande aide psychologique pour les patients et pour les patients de mettre le doigt sur l'origine médicale. Et là, c'était déjà en 1967 et je pense que cette conclusion vaut encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez mon collègue Alan Hakim. Là, c'est une diapositive qui nous vient de lui, simplement pour montrer la manière dont la nomenclature a changé. EDS3, EDS hypermobilité, ensuite le spectre de l'hypermobilité. Et ensuite, vers la fin de l'an 2000, nous avons commencé à utiliser les critères de Brighton pour ces deux cas. À l'époque, les médecins se lassaient vraiment de se battre pour comment appeler quoi. Il disait simplement qu'on s'en fiche au final de ce qu'on appelle ça, il faut le traiter. C'est une approche qui a été très efficace par la suite. On nous a parlé du travail exceptionnel fait au cours des dernières années. Nous avions la réunion en 2016. J'ai eu le privilège de travailler avec des collègues très inspirants. J'étais dans le comité hypermobilité. Pour ceux d'entre vous qui étaient à New York, la tâche la plus difficile était
de travailler au sein du comité hypermobilité. Parce que pour les autres, vu que nous avons le phénotype, vu que nous avons les analyses génétiques, il était facile de dire « OK, on s'accorde là-dessus ». Mais puisque l'hypermobilité est un spectre, et un spectre très large en plus, nous avons du mal à décider, rien que si on garde le nom, est-ce qu'on précise le nom, est-ce qu'on arrête de parler de CED hypermobile? Tout ça a été très difficile. Donc, comme nous l'avons expliqué, il y a 5 comités, 6 groupes de travail. Et dans le comité d'hypermobilité, nous avons des généticiens, Howard Levy, entre autres, des États-Unis. Where? Yeah. No, it's Okay, so I can go back, huh? Okay, there we are. 16. So geneticists from the States, Donc voilà les différents participants, 3 rhumatologues du Royaume-Uni, des représentants suédois, Marco de l'Italie également. Et il y a eu énormément de communication entre nous, des mails, des conf calls, etc. Beaucoup d'efforts ont été déployés et c'était vraiment grâce à la passion que nous avions. Nous n'étions pas payés plus pour faire ça. C'était vraiment quelque chose que nous avons fait parce que nous le voulions. Ça a dominé notre vie au final. Et derrière, je pense que nous avons eu des questions par rapport à la manière dont ça presse. Donc ça nous met d'autant plus la pression. Ce n'était pas une discussion fermée à huis clos. Nous voulions que le débat soit public, soit ouvert, que l'on puisse avancer après ces 20 dernières années. Donc, un petit rappel, si jamais vous ne connaissez pas ces tests, le score de Byton, attribué au docteur Byton, on s'est posé la question de savoir si on allait garder le score de Byton ou changer de système. Donc, vous voyez déjà le niveau de discussion. Il s'agit d'un système de score en 9 points. Ça ne touche pas les épaules ni les chevilles, par exemple. Donc, d'un point de vue rhumatologique, ce n'est pas vraiment idéal. Parce que parfois, nous avons des personnes avec des problèmes avec les épaules. Et là, ça ne correspond pas au score de Byton. Néanmoins, c'est facile à mettre en place. C'est rapide. On peut demander aux généralistes de le faire. On peut demander à d'autres de le faire. Donc, je pense que ce test va durer dans le temps. Nous avons parlé des critères de Brighton cette fois-ci également, sans rentrer une fois de plus dans le détail. Mais pour moi, en tant que rhumatologue, c'était la toute première fois que nous avons mis en exergue une manifestation systémique qui aille au-delà des articulations. Nous avons parlé de la peau fragile, des prolapsus, etc. C'était une très bonne chose déjà, mais c'était trop inclusif. Si on applique ces critères, 2 à 3 % de la population correspondent à ces critères, donc on ne peut pas faire de tests génétiques. On ne peut pas trouver le bon gène si on étudie 2 à 3 % de la population. Donc le spectre était bon, mais trop large, et donc il était temps de le revoir, et d'ailleurs, on était en 98-97. L'hypermobilité des articulations en 2017. Le Brighton avait fixé des seuils et c'est pour ça que je pense que c'était trop inclusif. Donc, nous avons décidé d'augmenter les seuils pour différents points. Par exemple, l'hypermobilité généralisée 5 au lieu de 4. Et on peut également identifier une hypermobilité ponctuelle. Parfois, ça peut être que sur les pieds ou les mains. Et il y a également une hypermobilité historique au-delà de l'âge de 50 ou 60 ans. Parfois, on ne voit plus une hypermobilité qui était présente dans un âge plus jeune. Francesca nous a parlé des différents critères. Vous pourrez également les trouver sur le site web. Il y a un cours en ligne que Lara avait conseillé également, donc nous pourrions tous en parler ensemble. Depuis cette publication, nous avons notre checklist diagnostique. Donc, au niveau international, on peut utiliser ce checklist. Nous nous en servons dans notre clinique. Ce n'est pas complexe. Ça a l'air trop long, mais ça ne l'est pas. En tout cas, ce n'est pas complexe. On a les critères de Byton.
nous avons les manifestations systémiques, il suffit de cocher les cases et à la fin du compte, vous allez pouvoir dire si c'est un problème du spectre, si c'est un SED hypermobile ou autre. Et grâce à ces critères très stricts, on peut envoyer des patients en test génétique. Pour faire bref, et parce que nous en avons déjà parlé, je ne reviendrai pas sur ces diapositives, si ce n'est pour parler du point numéro 2. Parce que très souvent, les patients viennent nous voir avec leur historique de famille, leurs antécédents médicaux. Et il est important de savoir si le patient, le parent, a été identifié avec des critères précédents. Il faut que les parents correspondent aux critères de 2017. Donc, si ce parent correspond ou un membre de la famille correspond aux critères de 2017, on peut les prendre en compte, sinon, non, il faut les écarter. Et évidemment, il y a des choses à exclure. Nous avions des patients qui arrivaient avec des neuropathies, des myopathies. Et une fois que l'étiquette de SED a été apposée, on arrête de penser à d'autres problèmes. Donc, on avait, par exemple, des patients qui arrivaient avec de vrais problèmes musculaires, et ce n'est pas du SED. Ici, le genre de choses que l'on voit dans la clinique en termes de manifestations. Si le patient ne correspond pas aux critères pour le SED hypermobile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de traitement, qu'il n'y a pas de problème, évidemment. Il y a bien une maladie, il y a ce spectre également qui prend en compte des syndromes non SED. Il peut y avoir une hypermobilité généralisée ou non qui nécessite un traitement, mais ces patients-là ne seront pas intégrés dans les études génétiques après. Concernant la comorbidité pour la vessie et pour les autres choses dont on a parlé, ça peut être lié dans les deux cas, au spectre ou au SED lui-même. Les critères musculo-squelettiques portent sur la douleur, mais il y a également un manque de mobilité et des spasmes musculaires qui peuvent être des symptômes, ainsi qu'une fatigue et de la léthargie. Pour les médecins parmi nous, je comprends bien que ça peut prêter à confusion. On nous dit que si on a mal, on ne bouge pas. Mais pour le SED et pour l'hypermobilité, on bouge de trop et c'est pour ça qu'on a mal. Si cette patiente arrivait chez quelqu'un d'autre et disait qu'elle avait mal, on aurait tendance à ne pas la croire. Mais sur ces photos à gauche, vous pouvez voir l'arythmie apignie, comme on l'appelle, à savoir une exposition à la chaleur sur le temps. Elle a vraiment mal et elle utilisait la chaleur pour soigner son mal de dos. Donc, ça ne m'étonne pas que les médecins puissent passer à côté de ce diagnostic. On peut parler des différents types de douleurs, aiguës, chroniques. Je n'ai pas beaucoup de temps, je le comprends. Et il faut vraiment comprendre les facteurs de comorbidité, non seulement pour y répondre, c'est très important évidemment, mais également pour comprendre, ou du moins pour identifier si nos traitements ne vont pas empirer la situation. Il y a 4 ans déjà, et là c'est intéressant au niveau international, j'ai présenté un cas à l'université. Et le titre de ma présentation était « Quand il y a de multiples problèmes, il faut penser au tissu conjonctif ». Parce qu'on avait des patients qui étaient envoyés entre les services. Le tissu conjonctif peut être un problème systémique qui implique beaucoup d'autres choses. Donc, il faut que l'approche soit vraiment globale. Dernier petit point, d'un point de vue médical et pharmaco, là, il faut vraiment faire le minimum. Le moins, c'est plus. Il faut éviter les morphines. Ça va empirer la situation au niveau des intestins, au niveau de la peau. Et pour les spasmes musculaires, le baclofène, qui va donner cette lâcheté aux articulations, ce n'est vraiment pas à utiliser dans le cas du SED. Il faut toujours éviter la chirurgie quand c'est possible. C'est vraiment la réhabilitation avant tout. Et si la chirurgie est nécessaire, il faut que le chirurgien soit très expérimenté. J'ai des centaines de diapositives de photos. Là, c'est une patiente qui a eu 16 interventions qui n'étaient pas utiles. Si on met cette personne en réhabilitation
en séjour en milieu hospitalier, on pourrait faire de très bonnes choses pour elles. Donc, il faut que ce soit intégré dans le système de prise en charge du CED. Ça coûte plus d'argent sur le coup, mais dans le long terme, c'est mieux. La gestion de la douleur fonctionne très bien. Il me reste 2 minutes. Là, c'est notre système de gestion des patients à l'UCLH. C'est un groupe sur une période de 42 heures. Et là, je voulais vous montrer simplement les résultats de prise en charge de la douleur. Les résultats, lorsque vous passez par une thérapie cognitive, on fixe les objectifs, etc. Les résultats sont ici et je voulais simplement vous attirer votre attention sur les changements de pourcentage depuis la base. Là, on ne parle pas de médicaments, on parle de prise en charge de la douleur. On voyait que les patients pouvaient fonctionner avec leur douleur. On pouvait avoir une dépression et qui a été réduite de... La catastrophisation de la douleur a été réduite de 31%. Et surtout, ces patients ont arrêté d'aller voir leur généraliste pour une gestion de la douleur parce qu'ils savaient comment mieux gérer les choses eux-mêmes. Donc pour les patients, pour les médecins, ce n'est pas aussi simple que de simplement prescrire un médicament, prendre un médicament. Si il y a douleur, est-ce que cela vient des chaussures, de la posture, de toutes sortes d'autres choses? Prenez une approche véritablement globale au niveau de la nutrition, le bien-être, le sport, solutions médicamenteuses ou non. Et avec cette approche globale, nous aurons tous cette attitude de cet homme-là sur l'image. Merci.